Fait que moi, mon nom, c'est France Gervais. Je travaille à la clinique de rhumatologie de Rimouski. Ça fait ma 7e année. Je suis une patiente. Je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 2 ans. Et j'ai développé un rôle de patient partenaire à travers l'équipe où est-ce que je donne des formations, finalement, aux patients et je leur amène aussi à être référés selon les besoins à des ressources. Je suis travailleuse sociale aussi de formation et j'ai complètement dirigé mon approche puis ma pratique en fonction de l'autogestion de la maladie. Donc, je me base sur 2 approches, l'autogestion de la maladie puis l'entretien motivationnel. Tout ça dans le but pour que le patient y arrive à se prendre en charge. Finalement, moi, mon objectif, quand j'ai un patient, c'est qu'il soit bien informé puis qu'il chemine dans sa maladie plus rapidement que s'il avait été laissé à lui-même. Okay? Puis ce qu'on a remarqué, on ne l'a pas fait la recherche de ça, mais ce qu'on a remarqué un petit peu sur le terrain, c'est que, dépendamment du stade psychologique où est-ce que le patient est, on va accélérer 3, 4 fois, 5 fois le cheminement du patient puis sa prise en charge juste en l'informant puis en identifiant la problématique qui est soit une problématique sociale ou une problématique de prise en charge de la maladie, un manque de connaissances ou X. Okay? Donc, les patients adorent ça. Les médecins aussi, parce que je suis en collaboration étroite avec le médecin. C'est souvent les médecins même qui me font des références. Par le fait que je suis devenue travailleuse sociale, bien là, j'ai développé un service social à l'intérieur de la clinique là, par le fait même. Fait que ce que j'ai fait aujourd'hui, finalement, c'est juste de faire un petit rappel de la conjoncture politique, un petit peu ce que l'arthrite est à travers un peu les autres maladies chroniques. Puis, j'ai axé la formation sur la polyarthrite rhumatoïde parce que moi, je donne la polyarthrite rhumatoïde, la spondylite ankylosante, l'arthrite psoriasique, et je suis en train de faire une formation sur le lupus. Okay? Et souvent, je vais aborder les patients aussi de façon générale là, dans l'arthrite inflammatoire, dans le processus. Fait que là, j'ai dirigé ça, polyarthrite rhumatoïde. Ceux qui font du lupus, qui ont des questions au travers, on est capable quand même de faire un échange là, au travers de ça. Et je fais comme si on était avec un patient. Donc, tous ceux qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde, qui ont des questions au travers, bien, on va y aller en interaction. Moi, ça va me permettre d'être plus dans une vraie réalité. C'est ça. En gros, juste pour faire un peu un petit bilan des statistiques, 1 personne sur 6 est atteinte d'arthrite au Canada. En 2026, on prévoit une augmentation d'1% tous les 5 ans, ce qui va donner environ 6,7 millions de Canadiens qui vont être atteints d'arthrite. Là-dedans, il y a l'arthrose, évidemment. Il y a 100 formes d'arthrite. L'arthrose, c'est environ 1 personne sur 10 qui est atteinte. La polyarthrite rhumatoïde, 1 personne sur 100. Donc, c'est quand même un gros bilan. Et c'est ce qui vivent un peu les patients, je dirais, dans la vie ou dans la société en tant qu'arthritique. Ce qui peut être difficile dans un contexte patient, c'est les gens autour de nous qui vont dire ah, bien, il n'y a rien là, vivre avec l'arthrite, parce qu'ils se réfèrent souvent à ce qui est connu. Et ce qui est connu dans la population, c'est l'arthrose. Si on regarde les publicités avec les Tylenol arthritiques, bougez, prenez des Tylenol, tout va bien aller. Et ça, j'explique ça beaucoup dans mon rôle de dire aux gens ce qui se passe actuellement avec l'arthrose, ce n'est pas nécessairement la même chose que votre arthrite inflammatoire. C'est 2 choses en parallèle et ce n'est même pas les mêmes spécialistes qui les traitent. Donc, c'est un petit peu de démystifier ça et d'apprendre aux patients comment il peut réagir face à cet impact-là. Je ne sais pas si vous vivez ça, vous autres aussi, en tant que patient, hein, oui. Il faut démystifier un petit peu les deux, parce que si on fait de la polyarthrite rhumatoïde, une des conséquences les plus graves de la polyarthrite rhumatoïde, c'est de faire de l'arthrose due à la polyarthrite rhumatoïde. Mais il faut différencier un peu les deux. On a une période d'arthrite inflammatoire, mais on a une période où est-ce qu'on peut vivre avec l'arthrose. Mais même là, l'arthrose n'est pas causée par la génétique ou comme les facteurs, finalement, que les autres personnes peuvent avoir dans la société. C'est dû à la polyarthrite rhumatoïde qui, finalement, fait un rôle là, un processus inflammatoire là, qui peut venir atteindre les articulations et créer de l'arthrose. Donc, il y a 30% des Canadiens qui vivent avec une maladie chronique. 80% des consultations médicales sont reliées à une maladie chronique. Puis 2 visites sur 3 à l'urgence sont reliées à une aggravation de maladie chronique. Okay? Moi, dans ce concept-là, quand j'ai amené ça un peu aux médecins, etc., c'était un petit peu de dire, bien, si le patient reprend pouvoir de sa maladie, gère mieux ses symptômes, prend les cordeaux de son cheval, ou on leur demande de prendre les cordeaux de son cheval, bien, si tu n'as jamais fait de cheval de ta vie, que tu n'as aucune connaissance de ta maladie, ton cheval, il va aller un peu n'importe où. Si on donne un cours ou 2 sur comment guider ton cheval, tu vas savoir au moins à droite, au moins à gauche. Si je gère mieux mes symptômes et je sais où me référer quand j'en ai, peut-être que je vais diminuer mes visites à l'urgence. Okay?
Ça, c'est une vieille diapo, là, ça date. J'avais pris ça dans la ressource, c'était Joint Health, qui est un excellent site pour les personnes qui sont atteintes d'arthrite. C'est juste pour démontrer un petit peu encore là, le visage caché de l'arthrite. Si on regarde, la maladie, on dit que l'arthrite, on ne meurt pas de l'arthrite. Bon, c'est plus ou moins vrai. C'est un peu ce qu'on veut dire et identifier. Puis on dit aussi que c'est une maladie chronique, mais quand on arrive au niveau conjoncture politique ou quoi que ce soit, bien là, c'est pas tout le temps inclus en maladie chronique, donc on n'a pas les mêmes budgets. Ce qui fait que si on regarde juste le nombre de gens qui sont atteints de diabète, exemple, et le nombre de gens qui sont atteints d'arthrite, et l'argent qui est investi à côté, on voit quand même qu'il y a une marge. Pourquoi que la marge est aussi grande que ça? Et pourtant, les coûts, comme je le marque en bas, les coûts indirects, les coûts, bon, ça peut avoir changé, comme je dis, c'est vu, sûrement c'est à la hausse, là. Mais pour le gouvernement, il y a quand même des frais importants reliés à l'arthrite inflammatoire. C'est un petit peu ça, notre cheval de combat en tant que comité aviseur aussi. Le message qu'on veut passer, c'est nous aussi, c'est important. On pense que, finalement, on pense, ce que ta diapo démontre, c'est que l'arthrite, en fonction du nombre de personnes atteintes et en fonction des coûts à la société, ne reçoit pas sa juste part en subvention de recherche, des choses du genre. Voilà. Okay. Et ça a été reconnu comparativement aux autres maladies chroniques, que les gens qui sont atteints d'une arthrite sont davantage restreints dans leurs activités comparativement aux autres. Puis je le vois, moi, j'ai travaillé en maladie chronique aussi à l'hôpital. Puis dans tous mes secteurs de maladies chroniques, les impacts psychosociaux ou invalidants des 4 maladies, je peux vous dire que c'était les gens qui étaient atteints d'arthrite inflammatoire. Et pourquoi? Parce que c'est directement, souvent c'est des jeunes quand même actifs sur le marché du travail et c'est une des premières causes d'invalidité. Alors là, l'impact est beaucoup plus grand chez une personne qui est active, mère de famille, qui débute sa vie, que quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque à 80 ans. Donc, on s'entend là-dessus et qui est retraité. Je ne veux pas aller dans les préjugés, quoi que ce soit, mais c'est un fait que moi, j'ai vu sur le terrain, là. Donc, ils sont plus touchés par l'invalidité, ils sont plus nombreux à avoir besoin d'accompagnement pour leur activité quotidienne. Ils évaluent moins bien leur état de santé que la majorité de la population. Pourquoi je ne suis pas allée plus loin? Et sur une période de 12 mois, la clientèle arthritique considère qu'elle n'a pas assez reçu de soins. Okay? Donc, ça affecte la qualité de vie, il y a une perte de fonction, il y a une cause d'invalidité aussi, de moins en moins, mais quand même, c'est encore assez présent, un pourcentage assez élevé, là, dépendamment des cas d'arthrite, de 40 à 85 % de taux d'invalidité encore, même avec l'arrivée des agents biologiques, où est-ce que les gens déforment beaucoup moins qu'avant. Donc, il peut y avoir une destruction progressive des articulations, de la fonction articulaire. 50 % des personnes atteintes souffrent d'incapacité grave. Et en moins de 10 ans, les patients souffrent souvent d'une invalidité de longue durée. Moi, je le vois dans ma pratique, là, c'est peut-être le 3/4 de mes interventions que je fais, c'est parce que là, on entrevoit une invalidité ou un arrêt de travail temporaire. Et puis là, à ce moment-là, les impacts déboulent l'une après l'autre dans le contexte là, psychosocial du patient. Alors ça, c'est un peu ce qu'on dit. Puis moi, un peu ce que je vois sur le terrain, dans ce que vit le patient, c'est qu'il va avoir une douleur chronique. La douleur chronique amène une fatigue chronique. Il peut avoir une perturbation du sommeil, une perturbation de la famille, de l'anxiété, une perte de capacité, un arrêt de travail. Là, on devient isolé parce qu'on ne travaille plus. Je ne travaille plus, je n'ai plus mon rôle social dans la société. Je perds de l'estime de moi. Ensuite de ça, en perdant mon estime de moi, etc., là, c'est une roue qui tourne. Il y a des changements au niveau de nos relations. Hein, je pense que tout le monde a vécu ça un peu. Les relations interpersonnelles, quand ça fait 10 fois que je dis à mon ami avec qui je faisais du ski alpin, non, je ne peux pas y aller, je suis trop fatiguée. À un moment donné, les gens ne nous appellent plus et ça fait des changements au niveau de notre structure et notre réseau social. On a une perte de repères parce que là, on se dit, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais avant. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais toujours rester comme ça? J'en ai pour combien de temps? Moi, j'ai 40 ans, mais ma chum de 40 ans en fait 4 fois plus que moi. Ma grand-mère de 90 ans est plus active que moi. Je suis complètement toute seule et je n'ai pas d'autres personnes, à part des gens qui font de l'arthrose souvent, à qui me référer et à qui en parler. Et c'est des deuils à tous les niveaux, parce qu'à ce moment-là, juste quand cette situation-là se produit, bien là, je ne fais pas un deuil d'isolement, mais je fais le deuil de mes capacités, je fais le deuil de mes relations, je fais plusieurs deuils à la fois. Et bien là, il faut que j'absorbe aussi que je vais prendre une médication qui est à vie. Je ne connais pas cette médication-là non plus. Qu'est-ce que ça fait
sur mon système à long terme, je ne le sais pas trop. Fait que là, j'ai la maladie, mais en plus, il faut que je prenne une médication à vie. Je m'aide-tu ou je me rends pire, finalement? Ça, c'est des questions qu'on se posait en début là, de maladie. Là, il faut que je gère les effets secondaires avec ça. Tout ça en espace de 6 mois, 1 an à peu près. J'ai une déformation articulaire qu'on me dit que peut-être va être possible. Bien, je vais-tu être en chaise roulante? Puis là, j'ai l'impression aussi d'avoir le cancer des os. Souvent, les patients vont nous dire ça aussi. Bon, mais y a-t-il des chirurgies possibles? Je vis des préjugés aussi parce que ma grand-mère, elle me dit, moi aussi, j'en fais de l'arthrite, mais ça, il faut que tu bouges, puis il faut que tu fasses tes activités quand même. Et bien là, j'ai un avenir qui est angoissant. Bien, moi, je suis chez nous et je suis assis, puis je me dis, aïe, aïe, je viens d'avoir une bombe sur la tête, puis tout ça en l'espace de 6 mois, 1 an. Qui va m'aider pour gérer tout ça? À part moi-même, je suis débordée. Est-ce que ça vous parle? Pour les intervenants, c'est quoi le contexte du patient? Bien, on va dire que les impacts comme ça, les impacts psychosociaux sont importants et sont vécus dans un court laps de temps. Il faut s'adapter au deuil physique qui perturbe le système global du patient. Les démarches sont lourdes, complexes, dans un contexte d'énergie réduite. Je suis en survie. J'ai l'impression d'avoir 8, 9, 10 chevilles foulées. On me dit de fonctionner quand même avec ça. Et là, il faudrait que je fasse des démarches, mais je n'ai même pas l'énergie de prendre ma douche et de manger parce que j'ai besoin de faire une sieste après ces 2 activités-là. Alors, quelles sont les démarches que je peux faire? Moi, je suis un peu désemparée et c'est là que notre rôle est important à ce moment-là. Le patient, souvent, est peu familiarisé avec les ressources ou tout le langage aussi médical. Juste le mot inflammation, ça dit quoi ça au patient? Ça ne dit pas grand-chose. Par contre, si je dis je vais vous donner du méthotrexate puis que le pharmacien dit c'est de la chimiothérapie, ça, on va le retenir quand même. Le patient, souvent, est en position de vulnérabilité, fragilisé aussi sur le plan physique, puis perturbé sur le plan émotionnel. Donc, moi, ce que j'explique aux patients, c'est oui, il y a la maladie, il y a tout l'émotionnel et il y a les facteurs physiques, il y a les facteurs sociaux aussi. C'est tout ça qu'il faut prendre en main pour arriver à gérer notre maladie. On ne peut pas faire ça par compartiment. Il faut que ce soit un tout, un biopsychosocial, là, finalement. Donc, si je me réfère qu'au médecin, okay, que à mon traitement médical qui est hyper important, mais dépendamment de la perception que j'ai de cette maladie-là ou de cet aspect médical-là, moi, dans mon rôle, j'ai un pouvoir. Il est à combien de pourcentage, mon pouvoir? On ne sait pas exactement, mais on sait que si la personne, dans les autres secteurs, se prend en main, a beaucoup plus de chances, de capacité d'arriver à une rémission au niveau médical et de collaborer avec l'équipe médicale que s'ils ne prennent pas ces aspects-là. Sauf que souvent, les patients, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer par compartiment. Je vais essayer la nutrition. Ça, il paraît que c'est bon. Puis après ça, là, je vais adhérer à la médication. Je vais faire de l'exercice avant. Moi, ce que j'explique aux patients, c'est oui, vous faites tout ça. Il y a des momentum, il y a des timings, mais surtout, l'enjeu autour, il y a les traitements médicaux, mais il faut aussi faire ce que vous faites. Donc, je ne décrédite pas ce plan-là, mais il faut le mettre en synergie avec l'autre parce que la maladie, elle n'arrivera pas juste avec la nutrition à prendre le dessus, ni avec l'exercice. Bon, on s'entend qu'il y a une période de crise d'arthrite et il y a la période où est-ce que ça va mieux et que là, il faut se prendre en main. Dans la période de crise d'arthrite, arriver avec un programme d'exercice, etc., le momentum, il est difficile parce que souvent, on demande aux patients de réduire quand même leur activité à 50% à peu près de ce qu'ils faisaient. De toute façon, ils n'ont pas nécessairement l'énergie de le faire. Il faut le faire, mais à un rythme peut-être plus modéré. Oui, merci. Donc, tout ça fait en sorte que les gens ont besoin d'aide, hein, et pas un petit peu, beaucoup d'aide. Oui, souvent, ce que j'entends, c'est qu'il faut que le patient se prenne en main. Oui, mais il faut lui donner des outils. C'est pas facile comme ça. Mangez bien, faites de l'exercice, les phrases typiques, moi, que j'entendais en tant que patiente. Oui, mais où? Oui, comment? Est-ce que c'est adapté pour moi? Quel exercice? Quel exercice exactement? Donc, le principe un petit peu d'autogestion, c'est le concept là, qui me guide, moi, dans ce que je fais, c'est qu'on veut enseigner aux patients des aptitudes à résoudre des problèmes. On met l'accent vraiment sur un partenariat entre les professionnels de la santé, puis on va les guider là-dedans. On ne va pas juste leur proposer un programme sans les soutenir nécessairement. Et actuellement, ce qui se fait, c'est qu'il existe des programmes,
On vous donne la brochure, on vous donne le dépliant, mais ce n'est pas interactif nécessairement sur le terrain ou dynamique là, avec la personne dans cet enseignement-là. Ça pourrait être encore plus optimal. Donc, moi, en tant que travailleuse sociale, là, je disais aux autres intervenants, référez-moi. En tout cas, il n'y a pas un patient qui n'a pas besoin de ce service-là. Dans tout ce qu'on a nommé, il doit en avoir au moins un là-dedans. Et là, les patients disaient, oui, mais nous, on est habitués en travail social de l'abus, il y avait des références plus de la négligence parentale, etc. En maladie chronique ou en arthrite inflammatoire, à quel niveau je pourrais référer? Bien, dépister. Votre patient, il vous dit, il y a une non-collaboration de la famille. Hein, mon conjoint ne me supporte pas, il ne comprend pas. J'aimerais mieux être tout seul qu'avoir à me justifier finalement de ce que je vis, etc. Il ne me croit pas, il ne comprend pas. Bon, juste ça, ça peut être une référence. La personne est en détresse émotive, elle n'accepte pas sa maladie, elle n'est pas capable de s'adapter. C'est une référence. Elle n'est pas capable de communiquer ses besoins. Difficulté à accepter de l'aide. On veut lui donner de l'aide à la maison pour effectuer ses AVQ, AVD, l'aide au quotidien, là, au niveau des tâches ménagères, quoi que ce soit. Ça existe, ça, au CLSC. Mais non, moi, je ne veux pas parce que je ne veux pas que personne entre chez moi. J'aimais ça, moi, faire mon ménage. Puis là, je ne peux plus faire mon ménage. Mais ça, on peut travailler avec la personne à changer sa lunette, à changer sa perception de la maladie pour arriver à gérer, finalement, ses énergies en fonction de ses priorités dans la maladie et non contre la maladie. Donc, si je fais 4 heures de ménage en ligne, c'est peut-être pas optimal là, au niveau de l'inflammation si je suis en crise inflammatoire. Maintenant, tout ce qui est invalidité, réorientation de carrière, hein, j'ai une jeune, elle a une polyarthrite rhumatoïde, elle est préposée aux bénéficiaires. Elle vient de faire son cours. Oups! Là, à long terme, dans l'avenir angoissant, on pourrait peut-être avoir un impact à ce niveau-là et travailler en ce sens-là pour peut-être déjà trouver une autre alternative ou une autre carrière au lieu de changer à 50 ans, tu sais, ou être en invalidité. On travaille à ce moment-là aussi. Bon, les peurs, les craintes de l'avenir, moi, je joue avec ma médication, je ne suis pas mes traitements à la lettre, là, c'est ça, c'est la principale référence que j'ai. Je vis de l'anxiété, j'ai des difficultés de transport, moi je pense au suicide. J'ai des difficultés financières parce qu'évidemment, si je suis invalide et j'ai un conjoint malade, quoi que ce soit, on peut se trouver dans une situation précaire assez rapidement. J'ai plus de réseau social, j'ai une problématique de santé mentale, toxicomanie, j'ai des pensées catastrophiques. Souvent, ça arrive là, qu'on a des patients où est-ce qu'ils vont avoir des pensées catastrophiques par rapport à leur maladie, etc. Mais ça aussi, ça se travaille, là. Et ça donne une meilleure chance aux patients de se prendre en main et de comprendre sa maladie sans nécessairement être victime de sa maladie non plus. La peur, la douleur, l'injustice perçue. Je suis la seule que ça. Les médecins, bon, n'importe quoi là-dedans. Aide à la décision pour les traitements. J'ai des choix à faire au niveau des traitements. Comment me guider, comment que je peux être soutenue. Et je ne connais pas les ressources, je ne connais pas non plus la maladie. Ça aussi, c'est une vieille diapo. J'ai pris de Jean Légaré à un moment donné dans une de ses conférences. Juste pour donner un exemple, il y a 8748 heures gérées par la personne elle-même à la maison en moyenne. Donc, et on fait environ 12 heures, et c'est assez réaliste là, au niveau des rencontres médicales qu'on peut faire. On a environ 12 heures par année où la personne est en contact avec un professionnel de la santé. Il y a beaucoup à apprendre hein, dans le 364 jours par année à vivre avec cette maladie-là. Donc, je serais peut-être mieux de prendre les guides de mon cheval pour arriver à quelque chose. Là. Donc, moi, ça parle beaucoup. Ça peut être plus, hein, il y a peut-être plus d'heures là, avec le professionnel de la santé, mais quand même, la personne va vivre plus longtemps avec sa maladie que le professionnel là, entre les mains. Là. Je reviens tantôt à ta madame qui est préposée aux bénéficiaires, qui vient de faire son cours, qui est probablement jeune trentaine ou quelque chose de même. Tu sais, bon. Elle vient de se faire apprendre qu'elle a une maladie invalidante, chronique. Tu parles de peur de l'avenir. Si c'est un soutien familial, puis si elle travaille un soutien de famille quelque part, là, qu'est-ce qui va y arriver si elle perd son revenu? Voilà. Ça arrive régulièrement. Je ne sais pas combien j'en fais. J'en fais à toi. Mais les solutions ne sont pas évidentes. Ah, bien, il existe quand même des bonnes possibilités. Là, surtout quand tu es jeune, là, je veux dire, il n'est jamais trop tard pour investir dans un autre domaine d'études. Premièrement, souvent au cégep ou à l'université, quand on est atteint d'une maladie inflammatoire,
on a une ressource au niveau des prêts et bourses. Il y a une bonne partie, si on est à faible revenu, que les bourses sont... les prêts sont des bourses, finalement. On a le droit à un portable. On a le droit à avoir une aide technique pour les examens reportés. Il y a toutes sortes de ressources qui existent. Souvent, c'est juste qu'on ne les connaît pas, en tant que professionnel puis en tant que patient aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être proposé, dire pourquoi tu ne vas pas au cégep ou à l'université faire un cours moins physique. Ça peut être une alternative. Il y a des organismes en région qui travaillent pour faire des plans d'intervention avec l'employeur qui s'appellent CEMO-L'Élan, où est-ce que la personne, on pourrait la référer là-bas, il évalue son incapacité, ils font une entente avec l'employeur, ils dédommagent l'employeur à un certain tarif, dépendamment de l'incapacité de la personne, pour arriver à maintenir son emploi actuel, là, dépendamment. Fait que moi, c'est des choses que j'évalue, ça. Ça peut être aussi une alternative. Fait que c'est pas finalement négligeable. La personne, elle n'a peut-être même pas ça, son métier, puis elle était prête à aller, mais avait juste besoin peut-être de se le faire dire aussi. Ça arrive régulièrement. Mais c'est sûr qu'avant d'arriver à de proposer ces solutions-là, on donne un espace. Souvent, on a la situation, le contexte du patient dans sa maladie. On a l'histoire médicale aussi, là. Puis, on donne des options aux patients. Hein. Je n'impose pas des solutions, mais on essaye justement que la maladie elle ait le moins d'impact possible. On essaie de se donner toutes nos chances de notre côté. C'est que souvent, quand on est jeune, on essaie je suis en choix de carrière. J'ai le choix entre préposé aux bénéficiaires ou, exemple, je ne sais pas, mon secrétariat. C'est peut-être pas le bon exemple à cause de la plainte au doigt, mais as-tu pensé à. On va les orienter, les guider dans ces choix-là le plus possible. Mais effectivement, moi aussi, j'ai eu des périodes où est-ce que j'étais en crise inflammatoire, je n'étais pas fonctionnelle, puis aujourd'hui, je travaille. Là. Mais j'ai fait un changement de carrière quand même, parce que sinon, je serais peut-être en arrêt de travail plus souvent. C'est que le moins d'impact possible, plus qu'on s'adapte à la maladie, moins on est confronté aux impacts de cette maladie-là. Et c'est ça qui devient positif aussi. Si je ne me confronte pas à faire mon ménage 4 heures par semaine et au fait que moi, je ne suis pas capable de le faire, mon ménage, mais que je fais autre chose finalement, bien, il y a quelque chose à quelque part où est-ce que cet élément-là n'existe plus. J'ai peut-être moins l'impression d'avoir une moins grande capacité qu'un autre. Au quotidien, les intervenants disent des choses et c'est des espoirs pour le patient. Et là, j'avais toutes sortes d'exemples à donner que je pourrais vous donner éventuellement. Mais juste, par exemple, mais là, il va falloir que vous pensez pas à revenir comme avant. OK? Le patient, il ne veut donc bien pas entendre ça. Tu sais. Vous avez du pouvoir, vous allez pouvoir améliorer. On va aller au maximum de vos capacités. Alors moi, je prenais chaque espoir, mais je disais quelle phrase faire. C'est juste une nouvelle attitude, finalement, à avoir. Et ça, chez le patient, mais ça fait, sans s'en rendre compte, le patient va vivre quand même, encore une perte d'espoir. Et moi, des patients comme ça, là, dans leur cheminement psychologique, là, c'est une formation que je suis en train de préparer aussi, les différents stades qu'on vit dans un deuil. Et le patient en rhumatologie, qu'est-ce qui se passe dans quelques exemples de certains patients, qu'est-ce qui se passe à chaque stade? Et ça, les intervenants à la clinique, déjà, ils attendent cette formation-là. Là. Ça, je le fais parce que chaque patient va vivre similairement les mêmes étapes. Ça se ressemble vraiment. Fait que l'espoir, moi, un gars comme ça, je vais travailler juste l'espoir avec. Il y a des nouvelles recherches ici et ça. Quand tu vas être prêt, tu vas voir, tu vas faire différentes étapes. Voici les étapes. Puis à un moment donné, tu vas arriver à un point qu'on est là dans ce temps-là. C'est juste ça. Il s'agit juste de sensibiliser aux bienfaits et puis le chemin s'ouvre. Il faut juste le faire. C'était exactement comme ça. Parce que moi, je l'ai fait en tant que patient qui trouvait que moi, j'ai pris des décisions là, personnellement qui m'ont coûté cher là, dans ma vie. Et puis, si j'avais eu de l'information avant, je n'aurais pas pris ces décisions-là. Et puis, j'ai amené ça à des médecins qui étaient quand même ouverts, mais on l'a travaillé, on l'a monté toute seule. Puis là, déjà, il y a un modèle. Je vous dis, c'est faisable. Il faut juste le faire. C'est la vision d'avenir. C'est une nouvelle philosophie. C'est du nouveau, c'est du changement. Ça fait peur, mais ça se fait. Puis après, on a des impacts, on a des résultats. Et pour le patient, pour l'intervenant, pour l'équipe, pour la société. Donc, la personne, elle doit savoir pour mieux comprendre, mieux contrôler. Puis, bien, pour les intervenants, c'est un patient éduqué, c'est un patient plus facile à traiter. Et moi, quand j'ai commencé à instaurer des cliniques d'enseignement comme ça, les barrières que j'ai eues au niveau des intervenants, c'était ma plus grande problématique, les intervenants. OK? Et c'est surprenant, là, ce que vous avez dit, parce que je rentrais dans un niveau où est-ce que, bien, par exemple, les infirmières donnent l'enseignement aux patients. Mais c'est nous qui faisons ça. L'ordre des infirmières va faire quoi? Va dire quoi?
Mais moi, c'est dans une optique, l'enseignement de prise en charge de la maladie. Et chacun disait les deux, on dit les choses, mais pas dans le même objectif. Et les deux, c'est important. Et de toute façon, le patient, il a besoin de se faire une révision régulièrement, puisqu'il y a à peu près 12 rencontres par année. Et ça, c'est beaucoup, 12 rencontres par année. Là, si on considère qu'en rhumatologie, on les voit aux 3 mois quand ça va mal, aux 6 mois quand c'est médium, puis aux années quand ça va bien, à peu près. L'écoute active, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, on démystifie et faire comprendre les différents traitements médicaux liés à l'arthrite. On veut renforcer, c'est quoi les résultats finalement? On accroît et on renforce la compléance des soins médicaux en général. Okay? Je veux conscientiser, démystifier les peurs face à la prise de médicaments. J'éclaire le patient dans la prise de ses décisions face au traitement. Vous voyez, c'est très dirigé envers les traitements. Et je prends en charge sa maladie dans une optique globale. Puis j'oriente aussi le patient vers les bonnes ressources régionales qui existent. Et si on dit une expérience de l'arthritique, la première chose qu'il va faire, l'arthritique souvent il va aller sur Internet, et déjà dans le site Internet de la Société d'arthrite, si vous allez là, en premier lieu, vous allez voir que c'est une maladie incurable. Déjà là, j'ai des petits espoirs. Je ne parle pas beaucoup de la rémission dans les premières lignes. Et là, ils disent, ah oui, hein, j'ai des traitements importants, c'est une maladie qui ne se guérit pas. C'est ça qu'ils retiennent comme message. Déjà là, c'est une étape qui devrait venir en second plan et non pas en premier plan, selon moi. Bien, moi, j'ai commencé là, en recrutant les patients dans la salle d'attente. OK? Puis moi, c'est non négociable que je ne sois pas dans les lieux avec le médecin parce qu'il y a un transfert de connaissances qui se fait hyper important. Puis c'est un poteau de chaise. La prise en charge de la maladie, là, dans le traitement, le plan médical, pour moi, la prise en charge, c'est le cœur. Parce qu'il l'a dit ici, on me parle de quoi que ce soit, je n'entendrai pas tant que je peux arriver là. Bien, moi, je le travaille, lui, à arriver là plus rapidement. Alors, pour moi, c'est une collaboration qui doit se faire entre médecin et patient, et intervenant aussi. Ça fait que c'était non négociable. Fait que moi, là, personne ne voulait me référer là, au début, là, ça c'est sûr et certain. Mais j'allais chercher le patient, puis on parlait de la maladie, puis j'identifiais, puis là, je le nommais au patient, voulez-vous travailler ça? Et puis là, comme ça. Puis là, tranquillement, tout le monde s'est mis à collaborer. Et là, j'ai plus besoin d'aller recruter là, dans la salle d'attente. Il n'y a pas un patient qui n'a pas besoin d'un service. En maladie chronique, là, à l'hôpital, là, ils n'ont pas de travailleurs sociaux, exemple. Là, moi, je dis travailleurs sociaux, mais dans mon rôle patient partenaire, c'est équivalent. Là. Puis, il y avait, bien, ils n'ont pas de travailleurs sociaux en maladie chronique. Puis, il y a 5 départements. Puis, moi, juste avec le département de rhumato, j'étais à 35-40 heures semaine. Je pourrais en faire 70. On pourrait être 2. Facilement. Je ne vois pas tous les patients. Je ne suis plus capable de recruter dans la salle d'attente. Si on recrutait dans la salle d'attente, on pourrait se multiplier. Parce que le patient, là, quand je leur disais, si jamais vous voulez de l'aide, vous viendrez, il ne vient pas. Hein? Alors, non. Ça fait assez longtemps que je vis avec cette maladie-là. Je sais comment la gérer. Ça, c'est régulier, là, surtout les patients 5, 10 ans, 15 ans. Là. Fait que déjà, s'ils sont en déni de la maladie, tout ça, tu es associé à la médecine, tu es associé à la maladie, moi, je ne veux pas en entendre parler. Alors, c'est vraiment une approche. Il y a une approche pour aller chercher un patient. Il y a un coup qui est approché. Là, on démarre. Il y a un shift aussi. Hein? Hey. Allez demander de l'aide, là. Quand tu es bâti comme moi ou Jacques, là, hein? Puis qu'on s'est fait dire, on a été élevé, là, regarde, arrange-toi là avec tes problèmes, puis regarde, hein? Ça fait partie de l'éducation en général. C'est pas habituel de demander de l'aide. Hein? Je veux dire, aller demander de l'aide, là, c'est facile à dire. Surtout chez un homme. Surtout chez l'homme, ça c'est prouvé. Donc, les résultats encore des démarches pour un retour aux études ou de l'emploi, meilleure connaissance du rôle de la médication, de la maladie, une plus grande ouverture d'esprit face à la médication, une augmentation de la confiance en soi chez les participants, une meilleure connaissance du pourquoi des examens médicaux, une meilleure connaissance du rôle de l'équipe de soins. Le patient, il veut être écouté, il veut être compris, il veut des propositions, il veut des possibilités, des exemples concrets. Il veut se faire référer à quelqu'un qui a une expérience avec la maladie, souvent. Il ne veut pas de tuer espoir. Êtes-vous d'accord? Donc, au niveau de l'enseignement qui est véhiculé, là, tout le monde, ça a changé beaucoup quand même. Là. Il y a des avancées qui se font à ce niveau-là, assez rapide, mais au niveau traditionnel, souvent, c'est de l'information, des habiletés techniques concernant la maladie, point. Maintenant, avec tout l'aspect ou l'approche de l'autogestion, c'est reconnaître, agir sur les symptômes de façon dynamique, interactive. On veut optimiser tout ce qui est médication, traitement, on peut intervenir là-dedans. Dans une approche interdisciplinaire aussi,
Hein, on n'est pas chacun dans notre coin, infirmière, nutritionniste. Je peux jouer un petit peu dans la profession de l'autre, dans un but dirigé ou dans un objectif dirigé. Bon, on va savoir comment agir pendant les crises d'arthrite ou démystifier tous les symptômes qui sont urgents. Tout ça, ça peut être fait dans une optique d'autogestion. Donc, c'est pas juste là, de la formation comme ça.